Voilà, c'est parti. Bienvenue à tout le monde à cette nouvelle édition, nouvelle session des Dimanches du Cloud. Je suis absolument ravi d'être là aujourd'hui encore une fois, hein. Je m'appelle Amadou Merico, je suis le fondateur de lecloudfacile.com. Alors, les Dimanches du Cloud, je pense que vous êtes déjà habitués. Donc, les sessions sont enregistrées. Tous les participants sont sur silencieux parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur silencieux. Mais n'hésitez pas aussi à poser plein de questions dans le chat. On aime beaucoup les questions. Donc, mettez beaucoup de questions. Rendez cette session interactive. C'est très, très important. Cette session est enregistrée et ce sera disponible sur la chaîne YouTube Le Cloud Facile. Donc, n'hésitez pas à nous rechercher. Je mettrai le lien dans le chat. Et vous pourrez même voir les replays des anciennes sessions. Alors, quelques petits updates avant de vous présenter notre speaker du jour. Une bonne nouvelle, c'est que lecloudfacile.com est désormais un partenaire, ce qu'on appelle un training partenaire. C'est tout nouveau, donc on est très content de le partager avec vous. On ne l'a pas encore communiqué sur les réseaux sociaux. On va le faire dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais c'est quelque chose qu'on souhaitait partager avec vous. C'est une très bonne nouvelle. Donc, félicitations aux équipes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, pour la communauté, pour nos clients? Ça veut tout simplement dire qu'au Sénégal, on va pouvoir donner des formations officielles AWS. C'est ce que ça veut dire. Et donc, c'est encore plus de valeur pour vous, pour les entreprises, dans tout ce qui est adoption du cloud et dans tout ce qui est digitalisation. Donc, voilà, restez connectés, continuez à nous suivre. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans les jours et dans les semaines à venir. Encore une fois, bravo à l'équipe pour ça. Deuxième update que je souhaitais vous partager, c'est sur les certifications Cloud Practitioner. Donc, on a un bootcamp qui démarre dans une dizaine de jours. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit et que vous souhaitez démarrer votre carrière dans le cloud AWS, donc inscrivez-vous. Je vais mettre le lien dans le chat. Comme ça, vous pourrez cliquer, voir tous les détails, comment ça va se dérouler, combien ça coûte, qu'est-ce qui est inclus. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, l'équipe va vous recontacter pour discuter avec vous et vous accompagner dans cette première certification AWS. Donc, ça démarre dans une dizaine de jours. Donc, pas cette semaine qui vient, mais la semaine d'après, et ça va durer un mois. Donc, ça, c'était les petits updates. Donc, les Dimanches du Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une série de workshops et de webinaires en ligne. C'est gratuit. Et on fait venir des speakers tech d'exception, des speakers qui ont envie de partager leur savoir, qui ont des parcours aussi qui inspirent. Et c'est 100% gratuit et c'est tous les 3 dimanches pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Et aujourd'hui, je suis absolument ravi de recevoir Walid. Comment vas-tu, Walid? Très bien, merci et toi. Ça va, ça va. Je suis très content d'avoir Walid parce que pour l'anecdote, on avait un petit peu bossé ensemble, hein. Walid était mon client quand j'étais chez AWS. Et donc, voilà, moi, je suis très content de recevoir Walid, en plus en horaire qui est un peu tardif. Je pense que tu es basé en France, donc il est quelle heure du coup? 21h30. Ouais, c'est ça, 21h30. 21h30. Merci, merci Walid pour ça. Avec plaisir. Walid, j'ai quelques questions à te poser. Après, je te laisse parler du sujet du jour. Je pense qu'il intéresse énormément euh, la communauté. Donc, tout ce qui est FinOps sur AWS, hein. Quand on parle du cloud, le sujet FinOps, on sait qu'il est omniprésent, qu'il est très important. Donc là, tu vas nous parler des 10 sujets les plus rencontrés quand on parle de FinOps. Mais juste avant ça, moi, j'ai 3 questions pour toi. Est-ce que tu es prêt? Yes, bien sûr. Alors, c'est parti. Première question, si tu devais prendre un café ou un thé ou un jus de tomate ou tout ce que tu veux avec une personnalité tech ou pas tech, quelle serait cette personnalité et pourquoi? Alors, je prends le tech, parce que du coup, je me suis mis à l'exercice d'essayer de créer un peu de contenu, là, ça fait à peu près un an, avec de l'irrégularité, bien sûr. Et un tech que j'admire pas mal sur la production de contenu, c'est Network Chuck, un Américain, qui a pas mal de millions d'abonnés sur YouTube. Mhm. Et il est régulier, il est pas mal régulier. Et surtout, je crois qu'il a 5 ou 6 enfants. Donc, pas mal. Il a aussi sa marque de café. Du coup, ça sera l'occasion de goûter sa marque si ça se passe un jour. Ah bah excellent, hein, excellent.
Effectivement, il y a des choses à apprendre en discutant avec lui, je pense du coup. Une autre question pour toi, hein, c'est est-ce que tu as un super pouvoir? J'imagine que oui, et peut-être même beaucoup de super pouvoirs, mais si tu devais en choisir un que tu peux partager avec nous. Super pouvoir. Ah, je dirais, peut-être pas très original, mais curiosité, j'aime bien creuser les points, Ouais, notamment sur AWS, creuser comment les services team conçoivent les services, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup creuser, donc ouais, curiosité plus, je dirais. ouais. Et j'imagine que ça prend beaucoup de temps quand même de creuser. Exactement, c'est exactement ça. Pour les docs, moi j'ai commencé à bosser dans l'IT dans l'industrie Mhm. et la veille technologique de l'époque, des technologies de l'époque VS aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas le même temps. Donc, ça Ok. demande beaucoup de temps perso. Ouais. Ouais, j'imagine que c'est un super investissement, hein. Et puis on est content parce que pour ceux qui te suivent sur LinkedIn, dont je fais partie, tu partages souvent aussi des articles et nous, ça nous fait gagner du temps aussi de voir un petit peu. C'est ça, exactement. Bah, continue en tout cas avec ce super pouvoir, nous, ça nous intéresse. Et, une autre question, un autre point que je pose tout le temps à mes invités, c'est voilà, quel est le projet dont tu es le plus fier, projet professionnel ou autre, et dont tu as envie de parler ce soir? Je dirais que l'on a bossé en commun. Il est Arnaud dans le chat, je pense. On a eu un beau projet chez un client Mhm. on a eu un beau projet chez un client sur la partie FinOps où ça a été un vrai succès sur la transformation et l'état d'esprit du client. Donc Mhm. ouais, c'était cette partie-là où bah, du coup la partie FinOps, on va le voir, il y a une grosse partie culture de l'entreprise, etc. Et ça a été un Mhm. vrai succès. Qui est le client qu'on a eu, sur lequel on a travaillé tous les deux. Donc c'était, je pense, ouais, la plus grosse fierté que j'ai aujourd'hui dans la tech sur le projet, sur un projet, ouais. Ouais. Super projet, hein, pour le coup. Moi, j'ai suivi un petit peu, mais je sais que le Ouais, travail qui a été abattu par toi et par toutes les équipes, hein, je pense que certains sont aussi présents sur ce mythe. Et il est juste phénoménal. Donc, vraiment, bravo à vous et tout ce que vous avez accompli sur ce projet. yes, merci. Good. Donc voilà, c'était pas compliqué, pas de piège. Voilà, maintenant je peux te laisser nous parler de FinOps sur AWS. C'est bien ça, hein? Yes, exactement. Je partage. Excellent. Euh, Tout le monde voit bien mon écran? Ouais, ça a l'air de Oui, fonctionner. C'est OK? c'est parfait. Allez, on y. Donc, pour le titre des 10 sujets FinOps les plus rencontrés, donc c'est bien sûr que j'ai le plus rencontré, mais ça se croise un peu forcément avec ce qu'on rencontre le plus en général sur la partie FinOps sur AWS. Et comment vous pouvez retrouver ces infos et que j'ai pas mentionné, c'est vous avez la Finance Foundation qui fait un report chaque année. Vous avez les grandes solutions les grandes solutions SaaS FinOps, Vantage, Cloudability, Datadog, etc. qui publient des reports. Voilà, les recaps, c'est souvent les mêmes. On va dire le premier coup, c'est la partie right sizing compute. Et après, il y en a plusieurs autres que je vais citer ici. Alors, si je commence par me présenter, je suis solution architecte AWS chez Teamwork depuis 3 ans. Je vais dire un petit peu sur la timeline. Et j'essaie de activité de blogging et un petit peu communautaire. Donc, vous avez AWS Community Builder. C'est ma deuxième année. Donc, j'ai découvert ça en essayant de commencer à bloguer, à écrire des articles tech. Et je suis tombé je connaissais les Héros, le programme Héros qui a pas mal de visibilité. Mais on va dire en parallèle de Héros, il y a Community Builder. Et en fait, il faut chaque année avoir une contribution c'est 2 articles minimum par an. Donc c'est en volume, c'est pas beaucoup. En fait, plus on se renouvelle. Voilà, la première année, par exemple, vous pouvez écrire un article comment démarrer sur le cloud. Et plus les années passent, moins vous devez creuser plus des articles de plus en plus techniques. Euh, donc, ce qui compte, c'est si vous êtes speaker à un événement, si vous écrivez des articles de blog, des vidéos sur YouTube, etc. Et du coup, là, je me suis lancé du coup, il y a 3 ans. Et donc là, du coup, c'est la deuxième année de renouvellement. Et avant, c'était renouvellement tous les 6 mois. Donc, vous avez le juin et janvier. Maintenant, c'est tous les janvier, donc c'est une fois par an. Donc là, par exemple, si vous voulez postuler pour la prochaine, vous écrivez des articles maintenant. Et en janvier, vous pouvez postuler. Donc, c'est quoi l'intérêt de ce groupe? Moi, je le trouve hyper utile. Donc, je veux dire l'ordre
Vous tapez AWS Community Builder, vous verrez tous les détails. Moi, je vous citais les principaux pour moi. Mais en gros, la première grosse raison, c'est le Slack. En fait, il y a un Slack, on est tous dedans. Donc, on est 2500, 3000 à peu près dans le monde. Et on est tous à l'intérieur. Et en fait, c'est trop bien parce que quand j'ai un bug, ben, je vais chercher dans le Slack avant de chercher sur Internet ou sur une IA ou quoi que ce soit parce que il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de gens qui rencontrent des problèmes, qui viennent échanger. Et c'est top, vous avez un canal par activité. Donc, vous avez un canal FinOps, un canal data, un canal AI, etc. Donc, c'est super intéressant. Et après, vous avez d'autres bénéfices. On a un voucher par an, donc une certification, la possibilité de passer une certification gratuite par an. On a, on a d'autres choses, je crois, qui sont pas forcément publiques, mais voilà. Et aussi, on a, ce qui est public, je crois, c'est un discount au reInvent. On a moins 50%, il me semble, moins 40 ou 50% sur le ticket d'entrée. Donc voilà, super intéressant et c'est motivant, du coup, pour continuer à être actif dans la communauté chaque année et renouveler. Sachant, voilà, dans la communauté francophone, je pense qu'on n'est pas beaucoup, donc voilà, c'est quand même sympa qu'on se réunisse. Je pense qu'on est une cinquantaine, si je dis pas de bêtises. Voilà, pour Community Builder qui est super intéressant, que je vous conseille. Ça permet aussi de faire pas mal de rencontres et d'avoir l'opportunité. D'ailleurs, voilà, le truc le plus important que j'ai fait là, en vous présentant mon parcours, c'est que j'ai le dernier summit à Paris. J'ai eu la possibilité d'être speaker, donc c'était top. Il y a une partie là, de celle que je vous montrais que j'avais présenté durant ce talk-là où j'avais fait un focus sur le VPC Endpoint et la partie FinOps. Et voilà, j'ai été speaker et donc en fait, on a une possibilité d'être speaker au Developer Launch quand on est Community Builder où on postule avec un talk et on peut être retenu. Donc c'est super intéressant. Donc, pour mon parcours, rapidement, moi j'ai commencé, donc j'ai fait, donc je suis issu de la France, hein. Je pense que ceux qui ne savent pas, qui sont connectés un peu après, vous l'entendez à ma voix, à mon accent. J'ai commencé par un DUT réseau et télécom. Donc c'était donc à Lumini, sur le campus de Lumini. Et donc dans le même bâtiment, en fait, il y avait DUT et licence, donc ce qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, ça s'appelle un BUT en 3 ans directement. Avant, c'était 2 ans plus un an. Et ensuite, j'ai fait un master dans une école privée qui s'appelle Innov. Et j'ai fait de l'alternance. Ce qui est très important, c'est que j'ai fait de l'alternance après la licence. Et que c'était voilà, un game changer. C'était un gros plus pour moi, découvrir le monde professionnel le plus tôt possible. Et j'ai découvert la partie Linux en alternance. Et depuis, je suis resté dans la partie vraiment système Linux et du réseau. Et j'étais en alternance chez Capgemini, chez le client Airbus. Et du coup, j'ai fait de 2017, de 2017 à 2018, 2016 à 2018, pardon, j'étais chez Airbus. Ouais, j'ai commencé avec des gens qui faisaient du système vraiment deep dive où on était dans le kernel, etc. Il y avait pas mal de contraintes, Airbus, simulation d'hélicoptère, etc. Donc, c'est des sujets hyper intéressants. J'étais dans le bureau de la R&D. Ouais, c'était super pour l'apprentissage. Je regrette pas du tout d'avoir démarré là-dessus, même si c'était des vieilles technos, j'ai touché à du seul microsystème, etc. Mais c'était super intéressant. Et ensuite, j'ai été chez Soprasteria, je travaille toujours chez Airbus. Je suis resté un an. J'ai voulu découvrir d'autres choses. Je suis allé chez Virtual Expo, qui est une super boîte qui est dans le sud de la France, qui en 2 mots propose, depuis donc ça fait un peu plus de 20 ans qu'elle existe. En fait, c'est un catalogue, c'est le Amazon de l'industrie. En fait, il y a 20 ans, la personne qui a eu l'idée de créer cette boîte s'est dit, ben, il n'y a rien sur le marché qui permet de cataloguer les produits industriels. Donc moi, je vais devenir cette plateforme dans différents corps de métier. Donc d'abord l'industrie, machine, etc. Et maintenant, il y a plusieurs activités, le nautique, l'aéronautique, etc. Et du coup, Virtual Expo, ce qui était top chez eux, c'est qu'on gérait notre propre, la grosse expérience, c'était le web que j'ai eu chez eux. On gérait notre propre CDN. On avait une CDN sur la technologie Varnish, pour ceux qui connaissent, où on gérait notre propre, donc CDN, pardon, pour ceux qui ne savent pas. Content Delivery Network, donc un réseau étendu. En fait, on avait un site international où on avait des serveurs sur 9 plaques dans le monde et il fallait qu'on serve les clients le plus rapidement possible et on le gérait en propre. Donc, c'était hyper intéressant comme techno. Et voilà, l'environnement sur Marseille, etc., les bureaux, les locaux étaient hyper intéressants. Et vu que je viens du sud de la France, il y a sur la partie à l'époque 2020-2021, il n'y avait pas trop de cloud. Et du coup, j'ai tenté au culot, clairement, de postuler pour une entreprise lyonnaise pour qu'ils me demandent, pour qu'ils me prennent sur le cloud AWS alors que je connaissais absolument rien. J'avais exploité des certifs cloud practitioner, etc. Mais j'ai tenté au culot. Je me suis dit, j'aime faire du cloud. Dans le sud, il n'y a pas trop d'opportunités. Il y avait Teamwork, donc anciennement Core Expert, qui a été intégré à Teamwork par la suite.
Et Teamwork, du coup, donc corps expert à l'époque, je postule au culot et on me dit non, mais on n'est pas prêt à te prendre à distance, etc., même si tu as un profil intéressant. Et ensuite, le Covid est passé et ils m'ont rappelé. Et voilà, ça fait aujourd'hui 3 ans que je bosse chez eux. Donc voilà, des fois, le culot est récompensé. Euh, J'avais fait pas mal d'autres boîtes et j'avais tenté à cette époque-là des boîtes à Montpellier, voilà, un peu partout. Le remote, c'était pas d'actualité du tout avant le Covid. Et voilà, ça a fini comme ça. Donc, plutôt content de ce que j'ai fait. Voilà pour mon profil. Et je suis d'origine pas de Marseille exactement, c'est une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle Aubagne. Encore une fois, comme il a dit Amadou, si vous avez des questions, etc., c'est interactif. Vous pouvez, n'hésitez pas à me couper quand je fais la presse sur n'importe quel point, il n'y a pas de souci. Donc c'est parti pour les sujets FinOps. Donc je vais commencer par S3, où j'ai un peu regardé les vidéos des dimanches du cloud et Amadou en a fait une sur S3 qui était assez sympa. Et c'est un sujet qu'on rencontre souvent, où voilà, les clients, aussi bien que les développeurs, que les personnes de l'infra, n'ont pas la connaissance de toutes les options, toutes les features, etc., qui sont disponibles sur S3. Et il y a parfois, souvent, des mauvaises configurations ou des mauvais gestes. Et un des mauvais gestes qu'on voit souvent, c'est les coûts de transition. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc là, une slide un peu touffue. Donc là, c'est partie des premiers articles que j'ai écrits, où en fait, je me suis dit, vu que je travaille beaucoup sur la partie cost optimisation, euh, je me suis dit, en fait, à un moment donné, il me faut des bloc-notes sur des sujets que je creuse, mais un mois après, j'ai complètement oublié le sujet. Là, sur S3, par exemple, il y a différentes classes de stockage. Il y en a encore une qui est sortie là, il n'y a pas très très longtemps. S3 Express One Zone, c'était il n'y a pas très longtemps. Et voilà, le but, c'est sur un sujet, donc là, le but, c'est avec une visualisation simple, je vois combien ça coûte de stocker des données sur Slack classe de stockage et combien ça me coûte de les récupérer. Voilà, le but de cette infographie, quand je l'ai créé, c'était ça. Et donc, je les consulte au quotidien dans mon travail et je vais essayer de continuer à en créer de plus en plus. Et donc, j'ai créé ça pour ce sujet-là. Et en fait, quand on voit les documents AWS, out of the box, etc., on voit que Intelligent Tiering, c'est le truc qu'il faut utiliser par défaut, que voilà, si vous ne savez pas trop votre use case, vous n'avez pas trop les patterns, vous ne savez pas trop comment votre application va gérer son stockage ou comment vous allez gérer ça plus tard, vous n'avez pas de visibilité sur l'avenir. Donc, on peut mettre Intelligent Tiering. Intelligent Tiering, en fait, il va voir si le fichier, vos objets sont utilisés ou pas, et en fonction de ça, il va les bouger sur les différentes classes. Et moi, ce que je dis là, du coup, c'est que souvent, les clients, soit ils mettent pas Intelligent Tiering, c'est une bonne chose. Donc, par défaut, c'est intéressant si vous n'avez pas ça. Mais chaque use case est à analyser. Il n'y a pas de réponse définie. Donc, Intelligent Tiering, ça peut être une réponse générale qui, OK, est dans la majorité des use cases. Mais si vous avez plusieurs millions, voire milliards d'objets, sur une certaine taille, donc plus petit que 128 kilobytes, par exemple, ben, c'est pas géré par Intelligent Tiering. Ils sont pas monitorés par la solution. Et il faut faire attention aussi à ces petites astérisques qui sont dans la documentation S3 sur la partie pricing. Mais il y a les métadatas en plus pour chaque objet qui sont monitorés. Il y a des métadatas différents dans la partie standard que dans la partie glacier. La partie métadata, elle est facturée sur la classe standard. Et le monitoring, vous payez le monitoring. Donc le fait qu'Intelligent Sharing tourne, vous le payez. Ouais, c'est ces points-là qu'il faut vérifier. Et le point intelligent sharing par défaut ne peut ne pas être du tout bon pour votre use case dès le départ. Si vous prenez ces différents points et que vous les regardez. Un sujet aussi intéressant qui est pas trop mentionné, qui est un tout petit peu aussi dans les docs, c'est pour les gros clients, il y a ce qu'on appelle des private pricing. Donc, si vous avez plus de 800 Tera par mois de facture S3, vous pouvez demander un discount, le prix. Et ça, pour les gros clients, il vaut mieux regarder d'abord cette partie-là private pricing avant de faire quoi que ce soit comme optimisation sur les classes de stockage. Pourquoi? Parce que le discount, il est appliqué sur la classe de stockage standard. En fait, si on modifie plein d'applis, des patterns, etc., qu'au final, on est éligible pardon, à prendre un private pricing, il vaut mieux rester sur la classe standard et ne pas utiliser les autres classes de stockage. Encore une fois, ça dépend des use cases, mais regardez en premier le private pricing sur des gros clients avant de regarder l'optimisation des classes. Ça, c'est une visualisation que j'aime bien.
qui est je vous conseille d'ailleurs ce blog, AWS Fundamentals. C'est des community builders qui le font. Ils sont deux. Ils ont des deep dives sur des sujets. Ils ont pas mal de blog posts sur des sujets. Et ils font des infographies comme ça, dans celle-là que j'aime bien, où bah, ils donnent un peu les use cases que vous pouvez avoir en fonction des classes de stockage, que j'aime bien. Donc, par exemple, sur la partie backup, standard et frequent access, je vous conseille. Standard, bah, c'est un website. Keep Archive, pour du storage à archiver pour du backup, etc. Voilà, c'est assez intéressant. Je voulais les mettre en avant parce que j'aime beaucoup leur travail. Et ils ont fait un gros book, je crois aussi, je crois qu'il est payant, mais un gros book sur CloudWatch qui est super intéressant. Donc, à regarder. Et pareil, au quotidien, je me sers de leur infographie et j'essaie de pas. Top, merci pour le lien dans les commentaires. Voilà, j'essaie de pas refaire les mêmes et de compléter moi sur la partie pricing et pas de dupliquer le sujet. Donc voilà, je vous ai parlé théorie de qu'est-ce qu'il faut prendre, pas prendre. Mais là, du coup, je vous donne un exemple d'un vrai use case. Vous avez un bucket S3 avec 100 Tera de stockage et 650 millions d'objets. Et là, je montre que par mois, sur la gauche, on va payer 2K en standard. En infrequent access, on va payer 1K et demi, 1,2K. Et en glacé d'Hypercave, on va payer 100 $ par mois. Donc là, tout le monde se dit, attendez les gars, il faut qu'on transitionne sur d'Hypercave tout de suite, mettez une règle en place pour qu'on aille sur d'Hypercave parce qu'on veut archiver ce bucket, ces données, on veut les archiver. La réponse pour vous, elle n'est pas aussi simple. Pour moi, la réponse, elle est plus subtile pour une bonne raison, c'est les coûts de transition. Et là, on peut voir que les coûts de transition pour ce nombre d'objets, 650 millions, j'en ai pour 6,5K pour aller de S3 standard à Infrequent Access et 35,7K pour aller jusqu'à Deeparchive. C'est vrai que quand on veut archiver de la donnée pour juste la garder X temps, il faut se poser cette question-là et mettre ces chiffres-là devant nos yeux et se dire, OK, c'est quoi mon use case? Quelle, quelle est la durée pour laquelle je veux garder ma donnée? Et donc là, on peut découler les étapes, durée de rétention, la fréquence d'accès, et est-ce que je peux faire de la compression avant archi? Est-ce que je peux optimiser mon espace de stockage, mon nombre d'objets, etc. pour diminuer l'espace de stockage que je vais avoir et diminuer aussi en fait la partie transition. Donc les transitions, c'est par objet dépassé. Donc si vous avez de la compression ou vous pouvez archiver, compresser certains types de fichiers, vous pouvez faire ça avant. Et donc là, je montre que sur 1 an, 2 ans et 3 ans, je montre les différents, en fonction des classes de stockage, les différents coûts que ça aura. Là, sur 1 an, si on reste en S3 standard, ça va nous coûter ça. Si on passe en infrequent access en comptant la transition, ça va nous coûter ça, etc. Et là, en fait, on voit que c'est à partir de 3 ans que Deep Archive est intéressant. Donc, si on veut archiver nos données pour minimum 3 ans, je vais sur Deep Archive. Et là, en fait, sinon, je vais rester sur 1 et 2 ans sur Infrequent Access. Et c'est là l'intérêt de ce genre d'analyse où on va pas juste dire on va archiver nos données et pas se poser de questions. La bonne approche, c'est de se poser un petit peu de framework en se posant des questions comme durée de rétention, fréquence d'accès, nombre d'années ou de mois que je vais archiver ma donnée. Voilà, ça, hyper important que je vois chez quasiment tous les clients que j'ai pu voir sur ces questions-là qui sont pas forcément posées. Et parfois, il y a des erreurs. Donc, la plus grosse erreur d'un client sur le sujet, c'est 55K la transition. Il y avait des milliards d'objets. Ouais, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'elle est prendre dans le chat ou Oui, vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis Walid va les regarder. yes, pas de souci. Euh, donc, ouais, la plus grosse, pour l'anecdote, voilà, la plus grosse erreur que j'ai eue, c'était un client qui avait, je crois que ouais, 2 ou 3 milliards d'objets, de types d'objets, donc en coût standard, ça coûtait pas grand-chose. Ils se sont dit, on va encore plus optimiser, on va le passer en Deep Archive, et ça a coûté 55K. Donc, ça fait cher la transition. C'était des logs de infra, quoi. C'était pas forcément super important de mettre ça sur Deep Archive. Ça pourrait rester sur S3 standard et être supprimé dans X mois et ne pas avoir à payer ce coût. Et vos questions, je vous en prie, sur les sujets, je reviendrai dessus, je surveille le chat. Donc ça, c'était pour la partie S3. L'autre sujet que je vois beaucoup, c'est la partie trafic interzone. Ce coût qui est un peu caché.
Alors, je prends une solution sur cette slide. Il n'y a pas une solution intermédiaire qui coûte moins cher en disant je garde tant d'objets dans du Hypercard et les autres dans du standard. Ouais, comme je dis en fait toujours, il faut toujours faire en fonction de son cas d'usage. Il n'y a pas une seule réponse. Là, je vous montre moi ça où ben, je donne le prix 1, 2, 3 ans. Mais, euh, mais si on se dit, ben, OK, il y a tel objet qui reste sur la standard et les autres objets, on les place sur du Hypercard, on peut faire ce genre de choses en faisant des batchs. Donc sur S3, il y a S3 batch opération. Par exemple, vous pouvez dire dans un batch, je vais ajouter un tag sur mes objets, donc des métadatas. Et si vous allez mettre une lifecycle rose en place pour dire tous les objets qui ont tel tag, ils vont bouger, les autres non. Donc il y a plein d'options. Il y a toutes les S3. Voilà, ce qui est bien avec S3, c'est que il y a énormément de features. Donc il y a toujours une feature qui peut répondre à votre use case en général. C'est juste qu'il faut étudier et se poser les bonnes questions pour votre use case. J'espère avoir répondu à la question. Ensuite, la partie interzone. Donc ça, chose hyper intéressante. Donc Teamwork, je l'ai pas dit plus tôt. Donc Teamwork, le cœur de métier de la boîte pour laquelle je travaille, c'était SAP. Parce qu'on décide de devenir un acteur du cloud aussi. Mais sur SAP, par exemple, sur AWS, il y a un coût qui est super important à surveiller, c'est quand on fait du Sapana. Donc Sapana, c'est la database qui est derrière SAP. Et quand vous avez sur EC2, donc sur EC2 une Sapana de configurer entre deux zones forcément, parce que vous avez deux instances pour la haute disponibilité, vu qu'en général SAP c'est quelque chose de très critique, et vous allez avoir la réplication entre les deux bases de données qui va vous coûter un certain prix. Et voilà, on a des clients que je ne cite pas, mais ça peut aller, et c'est quelque chose à prévoir en avant-vente, ça peut aller jusqu'à 20 cas par mois pour les plus gros clients, on va dire les top clients européens ou les top clients monde. Ça peut avoir 20 cas par mois de réplication parce que leur base a fait elle fait des terras de données et il y a des terras qui transitent en réplication chaque mois, quoi. Donc ça, c'est hyper important de savoir que quand vous mettez une ressource dans une zone et une ressource dans une autre zone de disponibilité, vous allez payer les gigas qui transitent. Donc vous n'allez pas payer, on va dire, en fait, vous allez payer, c'est 2 gigas c'est 2 centimes le giga l'aller-retour, mais c'est facturé 1 centime à l'aller, 1 centime au retour. Et des fois, vous n'allez pas envoyer la même chose dans un sens que dans l'autre. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis cette précision en place à AWS pour bien pouvoir monitorer de manière granulaire les deux, les deux coûts de transition, les deux coûts de transfert de données, pardon. Et là, j'ai mis ce petit screenshot qui est un point super important. Donc ça, si vous faites de l'infrastructure as code, ou même de la console, des fois c'est pas arrivé comme erreur. Si vous êtes dans une organisation AWS, vous avez plusieurs comptes AWS, et en fait, l'ID de la zone ne correspond pas à la lettre. Donc, exemple, ici, donc là, j'ai la zone où on voit souvent ça sur la console, donc je suis dans la zone MB, qui va avoir une zone ABC. Je suis dans la zone MB, en fait, ça correspond à l'ID AZ1. En fait, le petit piège, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, quand vous faites de l'infra as code, vous allez pouvoir utiliser ça. Par exemple, Terraform, vous allez pouvoir utiliser ça ou ça. En fait, il faut toujours utiliser ça. Pourquoi? Parce que si vous voulez être sûr de rester dans la même zone pour deux ressources, vous allez devoir mettre l'ID, parce que si vous allez dans un autre compte AWS, ben, l'ID peut ne pas pointer sur la même lettre. Donc là, je suis sur AZ1 sur 1B, je peux changer de compte AWS et je peux me retrouver sur AZ1 sur 1A. Donc toujours dans l'infra as code ou n'importe où, toujours utiliser l'ID de la zone pour vous repérer sur les zones de disponibilité. Quelque chose que je recommande de faire régulièrement, c'est les VPC Flowlog. Donc les VPC Flowlog, pour ceux qui n'ont pas l'info, c'est euh, tracer et auditer et loguer tout le trafic qui se passe dans votre VPC. Donc j'ai un VPC avec plein de machines. Vous voulez savoir ce qui se passe au niveau réseau, vous activez les VPC Flowlog et vous aurez les logs de qui communique avec qui sur votre VPC. Donc le problème du VPC Flowlog, c'est que c'est très coûteux parce que si vous avez beaucoup de workload où il y a beaucoup de communication réseau, vous allez avoir énormément de logs et que ça coûte énormément d'argent. Donc, moi, déjà, ce que je conseille, c'est dans non-prod, à part dans des environnements très critiques, en non-prod, de ne pas l'activer et de l'activer temporairement à des fins d'optimisation. Donc, ce qui se passe, c'est que dans CloudWatch, vous avez un menu qui s'appelle Contributor Insight. Peut-être qu'ils l'ont déplacé en ce moment, parce qu'ils ont un peu refait la console là, ces derniers mois. Et sur Contributor Insight, vous avez des règles prédéfinies. En fait, donc par défaut, vos flow logs, vous pouvez les configurer pour qu'ils aillent dans CloudWatch ou dans S3. Donc là, admettons, on prend CloudWatch pour la partie temporaire. Donc je l'active de manière temporaire.
j'envoie mes flow logs sur CloudWatch et je vais voir dans Contributor Insight les règles prédéfinies de recherche. Donc, je peux avoir des règles prédéfinies de recherche dans Log Insight. Et là, je vais sortir mon top 10 sources destination trafic. Et là, je vais avoir un graphe comme ça en résultat où je vais avoir mon petit tableau avec qui communique le plus. Et là, c'est là que je vais pouvoir voir si j'interzone et que je vois des IP qui a une IP dans une zone et une IP dans l'autre. C'est là où je vais dire, bon, ok, ben, c'est quoi le use case? C'est une appli? C'est un sujet infra? Ben, est-ce que je vais pouvoir aller optimiser mon coût de trafic interzone sur ces différents sujets? Voilà, ce que je recommande, c'est de deep dive comme ça, en activant les flows de manière temporaire et de deep dive pour voir si on peut réduire les coûts sur ce sujet-là. Euh, Donc, entre les zones de disponibilité, vous payez le trafic. On pourrait faire une heure là-dessus, mais en gros, vous payez le trafic entre différentes ressources. Donc, EC2, RDS, EC2, d'autres services managés, etc. Voilà, peu importe les services managés, vous allez payer le trafic interzone qui transite. Un sujet qu'on trouve partout aujourd'hui, euh, c'est EKS. EKS, il y a un sujet sur le trafic interzone, c'est que ben, si vous avez des pods qui sont dans votre cluster et qui discutent entre eux, donc deux applis qui discutent entre eux dans le cluster sans y sortir, ben là, vous allez avoir un gros coût de trafic interzone. Et j'ai déjà vu des applications, ben, l'application coûte pas cher en EC2. Bon, si vous étiez sur la partie EC2 Auto-Scaling Group classique et vous passez sur EKS, ben, sur EC2 Auto-Scaling Group, ça ne se voyait pas vraiment, cette partie interzone. Mais là, du coup, ça se voit sur EKS. Et sur EKS, ben, c'est un challenge de se dire comment je vais faire pour que deux applications qui parlent beaucoup ensemble et que ça fait beaucoup de trafic réseau interzone, comment je vais les laisser dans une même zone. Et ça se pose aussi la question de la disponibilité. Parce que si je vais les mettre que dans une seule zone, ben, je suis pas hautement disponible. Du coup, il y a eu un client d'AWS, j'ai oublié lequel c'était, mais il y a un blog post là-dessus, qui après il y a cette référence, j'ai mis le lien de référence de l'architecture. Il y a un client qui a creusé le sujet où il y avait une application en fait, qui coûtait pas cher en compute, mais que le plus gros de l'application, c'était le trafic interzone sur EKS. Et c'est là, en fait, ils ont sorti ce petit white paper guidance où ils parlent de cell-based architecture. En fait, ils vont créer plusieurs clusters EKS, un par zone, en fait, quasiment, où ils vont dupliquer, en fait, les clusters qui portent les mêmes services. Et du coup, les pods et les applications qui vont devoir parler entre elles dans ce même cluster vont rester dans la même zone. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, c'est une approche encore une optimisation, une approche très poussée. Voilà, pour savoir que ça existe. Si un jour, vous voyez que votre compute représente que 20% de votre conso, de votre application et que 70% c'est du networking, là, il faut s'intéresser à ce genre de sujet. Et voilà, il y a des gros clients qui ont des gros workloads où ils sont allés vers cette approche-là pour répondre à cette problématique de trafic interzone. Hmm. Ensuite, ce que je recommande pas mal, que pareil, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire en fonction des environnements, des use cases, des cas d'usage, etc. C'est de faire du mono à Z en non-prod. En non-prod, les environnements de non-prod, on n'a pas besoin d'avoir de la haute disponibilité. Si ça crache un jour, c'est pas très grave, ça sera remonté. Il n'y a pas une grosse disponibilité nécessaire. Donc voilà, la chute des services où pour moi, ben, il faut repasser sur tous ces services, EC2, EKS, RDS, Load Balancer. Il doit y en avoir d'autres que je n'ai pas mis. Mais tous ces services-là, pour moi, il faut passer dessus et se dire, ben, je suis en monozone sur tout ça, en prod, sur toutes mes applications. Donc là, voilà, c'est du refactoring des phrases code, etc. Mais des fois, voilà, vous pouvez trouver des pépites d'optimisation et des gros dollars à aller chercher par mois quand vous optimisez le mono AZ sur le non-prod sur les services. Alors, une chose que je n'ai pas trop rencontrée, mais je m'en suis rendu compte et je trouve super intéressant comme sujet, parce que c'est un peu dur à trouver. J'ai dû creuser dans le cure. Dans le cure, c'est le Cost Usage Report. Là, vous pouvez aller creuser avec des requêtes SQL sur vos coûts. Là, c'est un sujet intéressant, donc j'ai pas mis le coût pour pas révéler les coûts que le client a payé. Et là, c'est super intéressant où j'étais dans une use case où j'avais une EC2 qui discutait avec un FSX. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on voyait du trafic interzone, mais je voyais un autre trafic, enfin, je voyais un autre coût
qui était lié à FSX. En fait, quand vous allez voir la partie interzone que je vous ai présentée jusqu'à présent, ça concerne EC2 en général, ou quand une EC2 parle avec un autre service manager. Ou un autre service, une autre EC2 ou un service manager, peu importe. Mais on va dire que c'est plutôt le coup VPC EC2. Là, ce qui est intéressant, c'est que en rouge, ce que vous voyez sur donc là, la capture d'écran, c'est Cost Explorer au-dessus. Donc en rouge, vous avez interzone in qui est facturé au niveau de l'EC2. Et en vert, vous avez le même montant quasiment et le même nombre de gigas qu'a transité entre les zones, mais pour FSX. En fait, quand vous allez sur la pricing page de FSX, vous avez le trafic interzone qui est facturé. Et du coup, vous allez payer deux fois la même chose. Donc là, la ligne rouge et verte, c'est deux services qui facturent le trafic interzone. Et ça, ben, c'était un petit quick win qui était rien du tout, mais ça représentait quelques milliers de dollars pour ce client et ce workload. Donc ça, c'est un peu difficile à trouver parce que comme vous voyez sur Cost Explorer, ça se voit pas parce que là il est écrit Create File System Lustre. Donc en fait c'est un file system qu'on voit qui est facturé. Et si on veut voir vraiment les détails en fait de ça, il faut aller plutôt dans le cure pour voir les ressources en question. Après si vous avez du tagging qui est fait correctement, vous allez pouvoir retrouver votre ressource dans Cost Explorer. Mais dans le cure, vous aurez l'action en question et l'action API qui est facturée. Voilà, ça c'est un truc aussi à surveiller qui je trouvais marrant quand je l'ai découvert parce que je pensais que j'avais fait une erreur au début sur mon analyse. Donc assez intéressant. Donc là, je vais parler un petit peu des sujets, on va dire, infra. Moi, j'ai un background, voilà, système infra de base. Ça, je l'ai vu chez absolument tous les clients. Sur la partie VPC Endpoint, il y a toujours la sécu qui discute avec l'infra qui discute avec les développeurs. Il y a souvent des débats sur ce sujet-là dans les entreprises en général. Et voilà, j'ai essayé de vouloir un peu démystifier un peu ce sujet-là. Et j'ai fait un talk là-dessus sur le summit. Il faudrait que je fasse un record s'il n'a pas été recordé. Donc là, c'est une partie du talk où je prends les points principaux de ce talk-là. Donc, première chose, qu'est-ce qu'un VPC Endpoint? Donc, le but du VPC Endpoint, si on prend la doc AWS, c'est de se dire, je veux contacter un service AWS, mais je veux rester dans le réseau AWS. Vous ne passez pas par l'API publique, parce que par défaut, si vous avez une EC2 qui tape sur l'API Athena, par exemple, ça va sortir sur Internet et aller arriver chez l'API Athena de chez AWS. Par contre, si vous voulez rester dans AWS, vous mettez un endpoint et là, l'IP, elle sera directement joignable dans votre VPC. Là, c'est ce que je représente ici, c'est qu'un endpoint, qu'est-ce que c'est derrière? Derrière, en fait, c'est des network interfaces, donc des ENI, donc des interfaces réseau qui sont dans chaque zone. Donc une ou trois en fonction de la criticité de votre disponibilité. Et qu'est-ce qu'on paye? On paye le fait qu'elles existent et on paye les datas qui transitent dessus en termes de gigas. Avec ça, à partir de là, je vais donner un contexte en fait sur euh, un exemple. Je donne un exemple random et qui m'est pas arrivé. C'est je prends 10 VPC, je prends plusieurs applis et chaque appli utilise CloudWatch Log. Et il y a en tout au total pour toutes les applis, j'ai 1 Tera de log. Donc là, il y a trois scénarios. Il y a le scénario où j'ai pas d'endpoint, comme je vous ai dit, où je passe par Internet. Par défaut, j'ai une EC2 qui va sortir une NAT Gateway assez classique, Internet Gateway, et ça rentre dans le backbone d'AWS, ça va taper l'API CloudWatch Log. Donc là, quand j'ai pas de endpoint, qu'est-ce que je vais payer quand je vais consommer un endpoint? Je vais payer les données qui transitent via NetGateway. Parce que NetGateway, quand on fait sortir de la donnée, ou rentrer de la donnée d'ailleurs, on paye les datas qui sont processées par la NetGateway. Donc là, je vais payer exclusivement ça dans ce cas-là. Rappel sur AWS, NetGateway, on paye l'entrée et la sortie, mais sur AWS, en sortie, on paye la donnée, en entrée, on paye pas la donnée. C'est deux coûts différents là aussi. Donc là, sans endpoint, je suis comme ça. Avec endpoint, je vais payer les données qui sont processées, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le fait qu'ils existent. Donc par zone de disponibilité, par interface. Et là, le scénario, le troisième, c'est je veux centraliser mes endpoints. Et pour moi, c'est les trois scénarios qui sont disponibles quand vous avez donc plusieurs comptes AWS, une organisation, etc. Vous avez donc soit vous ne vous en mettez pas, soit vous en mettez un par compte, comme je le représente ici, soit vous le centralisez, vous créez un compte network et vous dites toutes les applications, tous les comptes AWS sont connectés via une Transit Gateway pour communiquer au niveau réseau entre eux. Et
ils vont consommer les endpoints de manière centralisée ici. Donc là, on peut faire l'exercice financier. Donc là, sur mon use case de l'exemple, j'ai 1 Tera de transfert de données par mois. Sans endpoint, ça va me coûter 48 $ par mois. Très bien. Je prends le deuxième cas. Avec un endpoint par compte AWS. Souvenez-vous que je vous ai dit que j'avais 10 VPC. Et là, ça va me coûter 250 $ par mois. Donc là, je vois déjà que le endpoint, d'un point de vue coût, ça va me coûter moins cher de ne pas en mettre là. Je suis à 48 $ 100 et à 250 avec. Ensuite, je prends la partie centralisée. Donc la partie centralisée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais payer en plus. Donc il y a un truc en plus que je vais payer, c'est les données qui transitent via la Transit Gateway. Parce que pour aller chercher le endpoint, je vais venir utiliser ma Transit Gateway. Et là, je vais payer donc le fait que les endpoints existent, 3 à Z. Je vais payer le coût de transfert d'un Tera pour les VPC endpoints et le coût de transfert d'un Tera pour la Transit Gateway. Et j'arrive à 54 $. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, vous voulez me couper, il n'y a pas de souci, je peux revenir. Et donc là, moi, ce que je me dis là, c'est, OK, ben à quel moment, parce que là, je donne un exemple avec plusieurs applis, 10 VPC à connecter, etc. Mais à quel moment ça me coûte pour mon use case, à quel moment je dois choisir l'un ou l'autre des scénarios. Donc là, j'ai 3 scénarios, mais à quel moment? Et donc là, ben, j'ai fait l'exercice pour cet exemple-là, où je vais venir comparer les trois et je vais prendre des transferts de données. Et en fait, là, on voit que dans ce use case, c'est à partir de 1,3 Tera que c'est intéressant de venir faire du centralisé. Et pardon, de venir faire du centralisé, de venir faire d'utiliser des endpoints, pardon. Parce que vous allez voir que là, sans endpoint, je suis à 96 $ pour 2 Tera. OK? Mais là, à 1 Tera, je suis beaucoup moins cher sans endpoint. Et donc, en fait, utiliser les endpoints, là, c'est intéressant à partir d'1,3 Tera. Et en fait, la partie centralisée, là, elle n'est pas intéressante pour moi, en fait. Pas intéressant. Il y a vraiment dans des très grosses organisations où j'ai des clients comme ça, où c'est intéressant sur la partie non centralisée, pardon, la partie centralisée et, et souvent la partie la plus intéressante. Pardon, je ne suis pas centralisé. Donc sur la droite, là, je ne suis pas centralisé, au milieu, je suis centralisé. Donc centralisé n'est pas directement la partie la plus pertinente à utiliser, mais faites vos calculs. Il n'y a jamais de bonne réponse. Toujours faire cette comparaison-là entre 100 VPC endpoint, la manière centralisée, et les VPC endpoint par VPC. Et donc là, on voit que de base, il vaut mieux rester 100 à partir d'un Tera dans mon exemple. Mais dans mon exemple, à partir d'1,3 Tera, la partie, centralisée commence à être plus intéressante. Mais toujours, faites vos propres calculs en fonction de ces 3 use cases, sans endpoints, avec endpoints par VPC et endpoint centralisé via Transit Gateway. Donc là, je mets les prix sur mon exemple à moi. Du coup, bah, sur mon exemple, c'est mieux sans endpoint que c'est le plus intéressant. Autre sujet, NAT Gateway. Donc NAT Gateway, ce qui est intéressant avec la partie NAT Gateway, c'est un peu pareil. Donc là, je vais passer rapidement dessus. C'est le même sujet. C'est est-ce que je les centralise ou pas? Donc première chose, c'est qu'est-ce qu'on paye? Toujours pareil. Donc là, si je suis sur un compte AWS et que je mets 3 NAT Gateway, je paye le fait qu'elle existe, comme la partie VPC Endpoint, et les data qui sont processées sur ma NAT Gateway. Et pareil, si je rajoute une Transit Gateway, pareil VPC Endpoint, je vais avoir la partie Transit Gateway en plus, où je vais payer le fait que la Transit Gateway elle existe et les data qui sont processées là-dessus. Donc ça, c'est le même sujet que les VPC Endpoints, juste que la partie NAT Gateway, je dirais, c'est qu'il faudrait centraliser, mais séparer de préférence la prod et la non-prod. Pourquoi? Parce que si vous centralisez pour la prod et la non-prod, pour la partie analyse, vous allez avoir plus de facilité à déjà faire de la maintenance si vous voulez changer des choses niveau réseau. Et vous allez pouvoir faire des analyses one-shot. Donc, exemple ici, c'est un vrai use case où
on s'était dit qu'on allait analyser les logs, donc les logs, toute la donnée qui transite de la NAT Gateway. Donc, encore une fois, VPC flow log, on analyse une requête log insight pour donne-moi le top 10 trafic de tout ce qui passe par la NAT Gateway. Et c'est comme ça, pardon, c'est comme ça qu'on a réussi à trouver le port là 444. Ce port-là, c'est le port d'Athena. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une appli qui sortait par la NAT Gateway pour récupérer des données d'Athena. Et du coup, ben, ça faisait énormément de données qui transitaient vers la gateway via Athena. On a mis un endpoint sur le compte en question qui utilisait Athena pour l'appeler en question. Ça a fait un saving. Et donc là, c'était vraiment un quick win. C'est pour ça que pour moi, il faut, de manière très régulière, analyser tout ce qui se passe au niveau réseau sur notre gateway et aller optimiser. Et souvent, vous allez avoir des surprises comme la mise à jour des systèmes. Si vous avez du patching, si vous avez 200 machines pardon, qui font un apt update en même temps, vous avez des mises à jour, vous allez voir des choses intéressantes passer. Donc ça, c'est quelque chose que je vois partout. Il n'y a pas eu quasiment pas un client où j'ai pas vu cette partie NAT Gateway où il y avait quelque chose à nettoyer quand on a fait l'analyse. Et quand j'ai nettoyé ou refactorisé, parce que parfois ben, c'est une application ou une application SaaS qui existe où on peut challenger la tierce partie, etc. Sujet suivant, CloudWatch Log. Donc CloudWatch Log, si vous regardez sur CloudWatch Log, le top 3, c'est quasiment le même pour tout le monde, je pense. Le premier coup, donc là, c'est une screenshot de Kudos, donc c'est le dashboard fourni par AWS, donc basé sur le CUR. Donc le CUR, c'est Cost Usage Report. Pour rappel, vous avez des données brutes et AWS vous propose pas mal de dashboards préconçus avec une équipe derrière qui est assez top, où ils produisent beaucoup de dashboards pour nous mâcher le travail sur la partie analyse. Et là, le premier coup que vous avez chez tout le monde, pour moi, c'est quasiment tout le monde, c'est put log event. Et put log event, c'est quoi? Je vais vous montrer après. C'est le fait de écrire dans CloudWatch Log. Je vous montre ça après. Le deuxième coup, c'est quand vous avez, et beaucoup de clients ont, c'est des tierces parties pour le monitoring. Par exemple, Datadog, New Relic. Get Metric Data, c'est Datadog et New Relic qui vont vous dire, nous, on vous récupère vos données CloudWatch. Sauf que ça a un coût. Et c'est souvent le deuxième coup quand vous avez une grosse organisation. Et Metric Storage, c'est vos custom métriques. Donc, par défaut, dans CloudWatch, vous avez des métriques. Et si vous voulez en créer d'autres, de vos use cases de votre application, vous allez payer ces custom métriques que vous créez. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un très gros client, mais en général, dans les moyens gros clients, tout le monde a du Datadog et beaucoup de logs dans CloudWatch. Donc là, fait intéressant, et c'est faire que des infographies que j'essaie de créer pour m'en rappeler, c'est le coût principal de CloudWatch Log. Donc il y a souvent on nous dit oui, les CloudWatch Log n'ont pas de rétention par défaut. D'accord, sauf que moi là, sur les logs, le fait de les stocker 1 giga dans un log group, ça me coûte 3 centimes par giga. Le fait de les analyser avec Log Insights, ça me coûte 0,0057 centimes par giga. Mais le fait de les écrire, donc vous avez n'importe quelle ressource AWS qui va venir écrire des logs dans un log group, l'écriture, c'est 57 centimes du giga. Donc là, je donne les coûts pour la région irlandaise pour mon exemple. Donc là, c'est voilà, c'est clairement donc ce put log event, qui est celui-ci, c'est clairement le coût qu'il faut surveiller plus. Et en fait, c'est là moi je trouve ça hyper intéressant de travailler avec les développeurs là-dessus, sur loguer ce que vous utilisez. C'est fini l'époque où les serveurs, les logs me laissent faire en mode debug au cas où, on ne sait jamais. Moi, je trouve ça hyper intéressant. On avait réalisé ce travail-là. J'ai déjà réalisé ce travail-là avec des équipes de dev. Ouais, formatez votre log en format JSON, quelles infos vous avez pour votre application. Voilà, challengez vraiment le use case des logs parce que c'est un vrai coût. Donc, ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Donc, ça, toujours cliquer. Et par défaut, vous avez un autre coût à cliquer quand vous avez comme je dis, des solutions tierces, donc New Relic, Datadog, il y en a d'autres, mais je m'essaie de donner un exemple. Vous avez des services AWS managés. Donc, les services managés, vous ne pouvez pas installer un agent Datadog sur Fargate ou sur ADS en disant même mettre les logs sur Datadog directement et ne les stocke pas dans un log group. Ces logs-là vont se retrouver stockés dans des log groups
Et depuis ces log groups, les providers tiers vont proposer une lambda qui va venir forwarder ces log groups pour les envoyer dans Datadog et New Relic. Donc, vous allez avoir avec une solution tiers le stockage de log group, le fait que la lambda elle tourne, qu'elle processe les log groups, qu'elle les envoie dans Datadog, dans les solutions tierces. Et vous avez la donnée qui sort d'AWS ici. Cette flèche-là, elle représente la donnée qui sort d'AWS. Et après, vous allez payer le stockage de ces logs, encore une fois, dans Datadog et New Relic. Donc là, mettre une rétention là-dessus, puisque le stockage, voilà, c'est pas quelque chose c'est pas la consommation principale. Mais pour moi, mon avis, c'est qu'il y a des clients d'une certaine taille qui devraient monter en compétence et creuser la partie CloudWatch et se passer de solutions tierces. Parce qu'encore une fois, chacun son use case, mais si vous avez beaucoup de services managés qui font beaucoup de logs, ben, ça fait très cher. Ouais, ça fait assez cher de ne pas utiliser du natif AWS à la place de solutions tierces, qui ont plein de features intéressantes, mais il faut se poser la question, encore une fois, en fonction du use case et de la valeur aussi que l'outil apporte au quotidien. L'exemple que j'ai, en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent, bah, ouais, les logs, il y a une équipe observabilité qui va faire de l'open télémétrie, voilà, des choses un peu récentes en termes de technologie. Mais ça prend du temps de se poser avec des développeurs. Et moi, je trouve en tant que voilà, équipe Nops, il faut essayer de promouvoir cette approche-là et se dire, on se pose sur les logs parce que le coût, c'est ça. Et je peux vous dire qu'il y a des centaines de cas chez des clients sur ce sujet-là, de juste l'écriture de logs. Centaines de cas par mois sur certains clients. Sujet suivant, c'est CloudWatch Metrics. Donc là, on a parlé des logs. Là, maintenant, on parle des métriques. Donc pareil, une petite infographie sur. Vous posez toujours une question que je me suis posée au moins 20 fois en 3 ans maintenant 3 ans sur AWS, c'est euh, comment ça marche la rétention des métriques. Et après, on relit la doc, etc. Maintenant, j'ai cette visualisation et vous pouvez la retrouver sur mon blog à cette adresse-là. Mais le but de ça, c'est de me dire, voilà, c'est en fonction en fait de la période de dispo. En fait, AWS, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont agréger vos logs plus le temps il passe. En fait, si vous venez de les upload, vous avez 1 minute, mais vous avez que sur 3 heures des data points d'1 minute. Après ça, sur 10 jours, vous avez les data points agrégés sur 1 minute, 5 minutes et 1 heure. Voilà. Et après, c'est 15 mois, vous avez, je crois que la limite, c'est 15 mois maximum. Donc là, pareil, combien on paye pour les récupérer euh, au niveau, au niveau de vos requêtes, de votre usage de CloudWatch au quotidien. Et la partie dashboard, 3 dollars par mois. Ça aussi, le nombre de devs, en fait, si vous avez 30 devs qui vont mettre un dashboard chacun, enfin, pas un dashboard chacun, ou 10 dashboards pour 30 devs, c'est le maximum, donc 3 fois 10, 30, c'est pas grave. Et si vous avez 400 développeurs qui vont tous s'amuser à faire des dashboards, s'ils sont pas pertinents, vous allez retrouver avec 3 dollars fois 400 développeurs, vous avez, mettons, 300 développeurs, ça fait déjà 1 000 $ par mois, donc c'est quelque chose. Donc, il y a aussi à sensibiliser là-dessus les développeurs sur cet usage. Et donc là, pareil, vous avez la notion des solutions tierces. Donc, les solutions tierces ici, par défaut, historiquement, les solutions tierces venaient récupérer, via l'API CloudWatch, les métriques, donc la partie polling, toutes les 10 minutes. Donc, ils font un get métrique où ils vont récupérer les métriques de l'ensemble de vos services managés ou pas d'ailleurs. Si vous voulez créer des métriques custom et les faire ingérer par vos solutions tiers, vous pouvez. Donc, il y avait cette solution. Et ensuite, ce que les solutions tiers poussent aujourd'hui, il y a le streaming. Donc ça, c'est une capture d'écran de la documentation de Datadog, là, que je mets plus bas. Et l'idée, c'est au lieu de faire du polling, de venir les récupérer depuis les solutions tierces, et c'est toutes les 10 minutes. Là, vous les streamez toutes les 2 à 3 minutes. Et là, vous passez de CloudWatch à Kinesis Data Firehose et vous faites du streaming avec Kinesis, etc. Très bien, c'est super. Sauf que ça coûte un certain prix. Et quand je dis un certain prix, c'est que ça peut aller très très vite. Donc, du coup, moi, ce que je dis, c'est, ok, très bien, on a la solution tierce. Pour de la prod, ben, très bien. Allons mettre nos métriques dans AWS, dans Datadog ou New Relic pour de la prod. Par contre, pour de la non-prod, est-ce que c'est important d'avoir des données à 2 à 3 minutes? Est-ce qu'on peut pas les avoir à 10 minutes pour un coût relativement inférieur? Est-ce qu'on ne se poserait pas la question de se dire que toutes les 10 minutes, en non-prod, c'est acceptable. Par contre, en prod,
tu peux mettre du Kinesis et streamer les données 2 à 3 minutes pour avoir de l'alerting, etc. Parce qu'on parle de données de production. Voilà, ça aussi, c'est une question que j'essaie d'assez souvent relever, que je trouve assez souvent. On se dit, ben, on a payé un produit, donc all-in dans le produit, on en voit tout dedans. Et parfois, ça peut avoir un coût significatif. Autre sujet, AWS Config. Ça aussi, on pourrait en parler très longtemps sur AWS Config, Control Tower, etc. Euh, AWS Config, comment c'est facturé? Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est AWS Config, c'est un service qui permet de faire de l'inventaire en premier. À partir de cet inventaire-là, on peut faire de l'analyse, de l'audit, de l'historique de changement. Donc, c'est super intéressant parce que sur la console, vous pouvez, pour une ressource donnée, par exemple, vous avez un cluster RDS, vous vous souvenez plus qui a changé tel paramètre ou tel paramètre. Si vous avez AWS Config et CloudTrail, vous allez pouvoir croiser ces données sur la console et vous allez pouvoir avoir l'historique du changement qui a été fait sur la ressource, qui, à quelle heure, etc. Donc, c'est hyper puissant. Donc, service super intéressant pour moi que j'ai beaucoup creusé. Mais le problème de ce service-là, c'est que vous avez donc la deuxième qui existe depuis pas très longtemps, mais deux modèles d'inventaire. Donc, le premier modèle, c'est Continuous Recording, c'est-à-dire que, pas temps réel, mais on va dire streamer les changements qu'il y a sur vos ressources AWS. Donc, par exemple, si vous avez une nouvelle EC2 ou un changement de configuration sur une EC2, ben, c'est streamé, du coup, c'est c'est en live, les changements seront remontés en live. Et sinon, vous avez Periodic Recording. Périodique, c'est, vous pouvez dire, ben, en fait, au lieu de refaire mon inventaire en continu, faites-le toutes les 24 heures. Et sur ça, vous allez avoir un coût moindre. Le problème, pardon, vous allez avoir un coût moindre. Donc, par exemple, Periodic Recording, ça va être plus cher que. Non, ça, c'est moins. Ouais, c'est moins cher, moins cher la partie Continuous Recording que la partie Periodic Recording. Et donc, le problème de ça, c'est que vous allez avoir. Alors, une question que je prends dans le chat. Comment sont facturées les données transférées depuis une zone de disponibilité vers une edge location de la CloudFront pour un site statique? Est-ce que le transfert de données de CloudFront vers l'utilisateur est également facturé? Très bonne question. Je sais pas te répondre là. Alors, comment sont facturées les données transférées depuis une zone de disponibilité vers une edge location de la CloudFront? Je sais pas te répondre, mais je pense avoir déjà creusé le sujet et je crois avoir un article sur mon blog qui met en détail ce qu'on facture sur la partie CloudFront. Je te laisse aller regarder ça. Mais je crois pas que je traite le sujet de location. Donc, non, je ne saurais pas te répondre là-dessus, désolé. Euh, donc, ensuite, AWS Config, le problème, c'est que si euh, vous scalez, que vous scalez énormément, ça m'est déjà arrivé sur plusieurs clients. Le problème, c'est que si vous scalez et que ça enregistre les changements, ben, vos changements, si vous passez de zéro, vous avez des scalings, donc dans le KS, dans le ECS, dans les auto-scaling group, vous passez de 10 instances à 10 000 ou à 1000, ben, vous allez avoir 1000 nouveaux records dans AWS Config. Et ça, vous allez payer. Et en fait, ça, c'est pour moi, c'est le problème du modèle de facturation de ce service-là, c'est qu'il est intéressant, mais il peut coûter très cher. Et donc là, on va se poser la question de euh, est-ce que si vous n'avez pas un service SaaS à côté et des grosses boîtes en ont, comme par exemple Prisma Cloud, et quand vous allez regarder Prisma Cloud, vous avez Wiz, qui aujourd'hui est un outil de sécurité, etc. Tous ces outils-là, vu qu'ils font de la sécu, ils vendent des solutions de sécu, forcément, ils font de l'inventaire. Il faut avoir un inventaire des ressources pour y appliquer de la sécurité et faire de l'audit. Donc là, il vaut mieux dire, bah, OK, je vais challenger AWS Config, VS, un outil SaaS de sécurité et désactiver l'un ou l'autre. Donc là, moi, sur l'exemple de ce client, en fait, on s'est retrouvé qu'à l'année, quand on comparait le prix d'AWS Config et le prix d'un Prisma Cloud qui fournit les mêmes features avec bah, des offres privées SaaS, etc., des features privées euh, qui vont être plus poussées sur certains aspects, bah, vous allez avoir le même prix à l'année. Donc, il y avait le même prix à l'année, du coup, il a été décidé dans ce cas-là de désactiver AWS Config parce qu'il y avait Prisma Cloud en place. Et donc ça, c'est souvent les clients qui ont un outil de sécu, qui disent pas en fait cet outil de sécu, il me fait de l'inventaire et je vais pas challenger mon autre outil d'inventaire que j'ai en parallèle. Il vaut mieux avoir un seul outil pour tous les usages, pour un use case donné, bien sûr, et venir challenger cet aspect-là.
Sujet suivant, les saving plans. Donc, pour les saving plans, l'erreur que je vois souvent, enfin, la question, peut-être l'erreur et la question aussi, c'est quoi Compute Saving Plan? Je fais des saving plans, mais il faut plus faire de RA, il faut faire des saving plans. Ouais, il y a beaucoup de discussions là-dessus en général dans les sociétés. Donc, petit rappel là-dessus, c'est donc screenshot de la WKWS, hein, c'est que Compute Saving Plan, donc c'est la partie la plus large où on va pouvoir appliquer du saving sur de l'EKS, du lambda, pardon, ECS, EKS, Fargate, du lambda et de l'EC2. Donc, vous avez vu là, les cases à cocher, c'est global. Donc là, pour moi, ce use case-là, c'est très grandes entreprises. Vous savez pas trop ce qu'ils ont, on ne pouvait pas être précis sur un workload parce qu'il y en a partout. Ça prendrait énormément de temps d'analyser chaque workload et de dire, ben, en fait, au global, ça consomme ça, mais pour lui, il a plus de C2, donc je vais prendre que de l'EC2. Lui, il a plus de lambda, je vais prendre que lambda, etc. Donc, il vaut mieux prendre global et se dire, ben voilà, je sais qu'à l'heure, j'ai tant d'engagement par mois. Donc, je vais avoir un pourcentage en payant, en m'engageant, en consommant tant par mois, je vais avoir un pourcentage de remise. Donc là, ils disent jusqu'à 66%. Ensuite, j'en vois moins. Donc EC2, saving plan, 72%. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a pas la partie lambda et la partie Fargate. Il y a exclusivement la partie EC2 sur des types d'instances. Ok. Et donc là, je vois que j'ai moins de pourcentage de discount. Pourquoi? Parce que j'ai euh, j'ai une, j'ai une spécificité sur un service en particulier. Là, je pointe sur EC2. Donc forcément, je prends plus de risques. Là, quand je pars sur la partie compute, si j'ai de l'EC2, de l'ECS, de lambda, c'est assez global. Sur la partie EC2 instance, je vais être plus précis, donc forcément, j'ai un meilleur discount que j'ai une plus grosse prise de risque. En fait, sur le modèle, le, les EC2 semi-plans, si vous vérifiez sur la console, et, euh, et la standard RI, en fait, c'est l'équivalent. En termes de prix, si vous comparez les deux, c'est équivalent. Donc là, il y a des petits astérix hein, sur la partie convertible, comment ça marche, etc. Mais globalement, sur EC2 instance semi-plan et standard RI, c'est la même chose. Convertible RI, il n'y a pas d'équivalent saving plan. Convertible RI, c'est dire, je prends le risque de pouvoir changer mon type de réservation d'instance pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir un risque réduit si mon workload il évolue. Exemple, SAP encore une fois, vous allez prendre du SAP, vous allez prendre un type d'instance avec une certaine taille, vous allez vous dire, ok, mais en fait, peut-être dans un an, mon workload va changer, je vais avoir plus de clients, plus d'usages, etc. Je veux le changer. Vous prenez du convertible. Donc là, il n'y a pas d'équivalent au niveau saving plan. Donc EC2 et standard RI, EC2 instance saving plan et standard RI, c'est la même chose. Maintenant, il y a une précision, et moi je l'ai creusé en ayant beaucoup travaillé sur des sujets SAP, sur AWS. Il y a une exception qui est écrite dans une note dans la documentation, c'est que sur SUSE, je ne sais pas pourquoi, euh, c'est le prix entre, donc là je vous ai dit, le prix entre EC2 Instance Saving Plan et Standard RI, c'est le même, si vous allez sur la calculette, c'est exactement la même chose. Est-ce que Saving Plan prend toutes les types d'instances? Compute Saving Plan prend toutes les types d'instances, oui. Et sur euh, les types d'instances family, EC2 Saving Plan, il faut choisir ses familles. Pour répondre à la question d'Abou dans le chat. Donc voilà, compute, ça prend vraiment tout ce qui est en termes de compute. EC2, il faut préciser, préciser la famille. Donc là, ce que je dis, c'est, on a dit EC2 Instance Saving Plan et Standard RI, c'est la même chose, sauf pour SUSE. Pour SUSE, RI, c'est moins cher que Saving Plan. Donc, je sais pas le pourquoi, mais c'est écrit dans cette note-là, et c'est très important à savoir parce que SAP, c'est une solution allemande, et SUSE, c'est une distribution Linux allemande. Donc, du coup, il y a souvent du SAP sur SUSE. Il faut avoir ces petites subtilités-là pour faire gagner des dollars à vos clients. Ensuite, il y a une chose que, pareil, j'ai fait ce tableau-là, je me suis fait ce tableau-là que je maintiens dans un coin, qui, euh, qui est une erreur que j'ai faite une fois chez un client. Il faut dire ces erreurs aussi, parce que c'est les erreurs qu'on apprend. C'est que je me suis dit, il y a la notion de normalisation factor. Quand vous prenez donc normalisation factor, ce que j'écris là, c'est vous allez prendre une réservation d'instance, exemple pour une instance 2x large.
Si vous n'utilisez pas 2x large, mais deux instances x large, c'est la même chose. Ce qu'on appelle une normalisation de facteur, c'est que si vous prenez une grande taille, mais qu'en fait vous n'utilisez pas une seule instance de grande taille, mais plusieurs instances de petite taille qui sont l'équivalent cumulé de cette grosse instance, vous allez payer pareil. En fait, moi, quand j'ai vu ça dans EC2, je me suis dit, ben nickel, si ça pour EC2, c'est ça pour tous les services. Donc moi, je suis allé dans un autre service, Elasticache, et j'ai fait la même chose. J'ai regardé les Elasticache qu'il y avait à prendre, je me suis dit, ben, tiens, Elasticache, il y a 4x large, plutôt que de prendre 4x large, je vais prendre une 4x large direct, appliquée sur mes 4 instances x large. Mais pas du tout. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Donc, du coup, là, je fais un tableau récap pour ça, pour dire, ben, normalisation factor, il est supporté sur quel service? Et parfois, c'est sur quel runtime. C'est là où c'est important, c'est que sur la partie service, ben, vous prenez RDS, OK, sauf que c'est pas supporté sur SQL Server et RDS for Oracle License Included. Et ça, je vais lire la doc au moins 20 fois, et là, je me suis dit, il faut faire un tableau, parce que je m'en souviens pas, et ça, du coup, il y a de nouvelles features, ça peut être amené à changer. Donc voilà, je me refais cette review de ces sujets-là régulièrement pour me dire qu'est-ce qui est supporté par normalisation factor. Ça évite de devoir manager si vous faites des suivis d'RI et de saving plan, NRI surtout. Dans ce cas-là, c'est ouais, non, RI, saving plan, ouais, c'est RI surtout. Surtout pour RI, ce dont je parle ici, c'est réservation d'instance. Si vous faites un suivi et que vous avez des dizaines, des centaines d'instances, c'est très compliqué d'aller chercher la liste, maintenir une liste dans un fichier Excel ou quelque chose. C'est plus facile de dire, bah, attendez, j'ai 48 instances de ce type-là, ça me fait deux 16x large ou quelque chose comme ça, à la place de prendre unitairement. Donc, c'est une solution de facilité pour le suivi de réservation d'instances. Voilà, là, je fais du coup le recap où bah, il y a Elasticache, c'est là où j'ai fait ma bêtise, et OpenSearch-Shift qui ne supporte pas cette notion de normalisation factor. Et la réservation de capacité, qui est un point intéressant, lequel j'avais déjà parlé, je crois, d'Amadou là-dessus, on avait déjà échangé sur le sujet, où j'avais posé la question, à l'époque où j'étais chez AWS, c'est réservation de capacité, j'arrive pas à comprendre à quoi ça sert. À quoi ça sert la réservation de capacité? Encore une fois, SAP, c'est le meilleur use case pour expérimenter ça. Donc sur SAP, vous avez parfois des très grosses instances, ou des instances particulières sur du Windows avec du dedicated instance, etc. En fait, dans les régions AWS, il y a des instances qui sont peu là. Il n'y en a pas beaucoup de ce type-là, pour des use cases spécifiques comme SAP par exemple. Et donc là, si j'ai un incident demain sur une instance SAP, que l'instance s'arrête et que je clique sur démarrer, vous allez avoir un bandeau rouge avec écrit il n'y a pas assez de ressources pour démarrer votre instance. Donc il n'y a pas la capacité dans la région pour vous dire ben, je démarre pas votre instance. Donc là, dans ce cas-là, ben, premier, vous pleurez, grosse sueur froide, et après, donc, c'est de comprendre. En fait, sur vos instances de production SAP, il vaut mieux réserver de la capacité. En fait, la création de capacité n'est pas du tout liée à votre saving plan ou votre réservation d'instance. C'est un autre sujet. C'est que si vous réservez la capacité, vous allez toujours payer votre ressource. Là, vous ne prenez pas de saving plan, pas des rails. Vous allez sur la console AWS, vous réservez la capacité pour une EC2 de tel type, vous éteignez cette EC2, vous allez encore la payer parce que vous réservez sa capacité. Vous allez payer du full uptime, du 24/7. Donc c'est là où il faut faire très attention, c'est que vous ne pouvez pas dire, non, attendez, je vais utiliser l'API et je vais scheduler de la réservation de capacité. Mais non, parce que si vous réservez votre capacité, qu'après vous la cancel et qu'après vous essayez de la re-réserver, mais c'est possible que quand vous la re-réservez, il n'y ait plus de ressources. Donc, pour vos workloads hyper importants en production comme SAP, où il y a des instances qui sont très rares, vous réservez vos capacités. L'autre use case que m'a appris Amadou à l'époque, c'était vous avez le Black Friday. Vous avez le Black Friday hier avec tout le monde qui utilise du compute, tout le monde est en train de scaler sur AWS. Et dans le cas du Black Friday, vous allez réserver de la capacité pour être sûr que quand vous allez scaler, vous n'allez pas avoir un warning, il n'y a plus assez d'instances parce qu'il y a trop de monde sur votre zone, votre région qui utilise vos ressources. Donc ça, c'est un autre cas d'usage où, en anticipation de votre Black Friday, vous pouvez réserver de la capacité avant ça. Et du coup, en non-prod, le sujet en non-prod, si vous prenez le risque en non-prod de ne pas réserver de capacité, ben, vous prenez le risque. Voilà, pour moi, c'est un risque acceptable de pas prendre de réservation de capacité. Et si un jour ça ne démarre pas, ben,
peut attendre. C'est pas non prod, c'est pas ultra critique. Encore une fois, en fonction des use cases. Pour conclure, petit update sur les outils de right sizing. En fait, ça, c'est le plus gros sujet, hein, puisque, comme je l'ai dit, si vous regardez le rapport de la Finance Foundation de cette année, de l'année dernière, c'était la même chose. Top 1, le compute unused. C'est le calvaire de tous les clients d'avoir du compute qui n'est pas utilisé et des ressources qui ne sont pas sizées correctement. Donc ça, c'est un sujet très vaste. Et AWS, qu'est-ce qu'il vous propose par défaut déjà? Et revoir ça par défaut régulièrement, c'est déjà un très bon point. Donc, première chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, vous avez le CUR, Cost and Usage Report, et vous avez Kudos. Donc, Kudos, c'est le dashboard, celui-ci, avec plusieurs onglets. Pardon, dans un onglet Compute, une instant onglet Compute, vous allez avoir des infos sur votre purchase option, est-ce que vous utilisez plus d'on-demand que de selling plan, que de spot, etc. Et vous allez avoir des infos sur type d'instance que vous utilisez le plus. Et là, c'est là où vous rentrez dans les analyses. OK, cette instance-là, j'utilise. Et quel type d'instance est la meilleure pour mon workload par rapport au prix. Sachant que maintenant, sur AWS, toutes les nouvelles instances ne sont pas moins chères ou ne sont pas au même prix. Des fois, les nouvelles sont plus chères que les anciennes. Donc, il y a des analyses à faire aussi. C'est toujours la phrase de il faut toujours avoir la plus récente pour être meilleur rapport performance-prix. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être remis en question dû au prix de certaines nouveautés. Et vous avez la partie Compute Optimizer qui va vous donner des recommandations sur des ressources qui sont peu utilisées, notamment si vous avez du Fargate, de l'ECS, vous allez avoir Compute Optimizer sur pas mal de ressources qui va venir vous donner des recommandations. Aujourd'hui, on a de l'EKS partout, donc Kubernetes, c'est important d'en parler. Vous avez AWS qui, depuis je pense, l'année dernière, a intégré donc les données vous pouvez activer sur vos clusters EKS et ECS le fait de remonter les données d'utilisation dans le CUR. Une fois que c'est dans le CUR, vous allez pouvoir avoir ce genre de dashboard qui sont fournis par AWS par défaut, après vous pouvez faire les vôtres, hein. Et ces dashboards-là, ils vont vous donner la partie unused cost de vos clusters, etc., à faire le suivi. Donc ça, pareil, moi, vu que j'aime bien creuser les sujets, je me suis dit, mais comment AWS récupère cette info-là? En fait, vu que QK c'est un service manager, AWS, ils ont la partie request memory et CPU request et memory de vos applications. Donc, du coup, ils peuvent récupérer cette info et l'ingérer dans le CUR. C'est comme ça que je pense qu'ils ont fait, vu que c'est un service manager. Donc ça, par défaut, en fait, il y a beaucoup d'outils qui sont dispo. Et avant d'aller creuser des outils custom, des outils tiers, etc., il faut d'abord éprouver les outils existants. Et je trouve que voilà, l'équipe est pas mal active sur la création des nouveaux dashboards. Il y en a énormément aujourd'hui. Donc c'est quelque chose à aller regarder. Le sujet spot aussi, qui est un gros sujet, aussi bien sur EKS que d'autres environnements. Et donc là, cette capture d'écran, si vous allez dans la console AWS, qui est sur EC2, vous avez Spot, Instance Pricing History, et là vous avez les trends, donc les tendances des prix dans le temps pour une instance, une type d'instance donnée avec une plateforme donnée. Vous avez les prix dans le temps et le saving de la Spot Instance VS On Demand. Donc c'est quoi Spot Instance? C'est AWS, ils ont, on va dire, le marché des EC2 qui sont de la partie compute qui n'est pas utilisée. Ils proposent ces ressources à un prix qui est moins cher. Avec une contrepartie, c'est que AWS peut à tout moment vous dire, cette instance-là, je vais la supprimer. Elle va vous envoyer un call API en vous disant dans 2 minutes, cette instance sera supprimée. Donc pardon, vous prenez ce risque de dire dans 2 minutes, vous allez perdre l'instance. Par contre, en non-prod, et même en production parfois, avec de l'EKS bien configuré, etc., vous allez pouvoir avoir un gros utilisage une grosse utilisation de cette partie spot instance qui vous fera baisser vos coûts beaucoup plus que du saving plan. Parce qu'il faut savoir qu'un saving plan, réservation d'instance, n'est pas applicable sur du spot instance. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est là où c'est intéressant de comparer en fonction de votre application, encore une fois, l'utilisation d'un saving plan ou du spot instance si votre application est éligible et si votre cluster est bien configuré, etc. Donc sujet hyper intéressant qui, encore une fois, pas trop challengé chez les clients, mais certains le font très bien, ont de très bons résultats. Ça, c'est très nouveau.
vous avez comme Cost Optimization Hub. Donc, c'est l'équipe. Donc, si vous voulez vous renseigner sur l'équipe qui construit ces outils, et moi, je les suis un peu tous sur LinkedIn. Vous allez vous retrouver leur nom, c'est les contributeurs dans les documentations, etc. C'est l'équipe Optics chez AWS. Et c'est eux qui sont derrière tous ces outils-là. Et donc là, il y a une Optimization Hub, c'est un peu, je dirais, l'agrégation de tout ce qu'ils proposent dans Kudos, dans d'autres outils, où là, ils ont fait un petit peu un service. Donc, une feature dans la console, où vous prenez vos différents services et ils vous donnent une recommandation, le niveau de difficulté d'implémentation, etc. Donc c'est assez intéressant. C'est tout jeune, donc ça manque un peu de customisation, etc. Mais je pense que le dashboard va évoluer dans le bon sens. Mais voilà, je pense pour des petits comptes, c'est bien. Mais c'est bien après d'aller vite dans Kudos et de faire du custom pour vos cas d'usage, quoi. Et la partie Trusted Advisor, ça aussi, c'est un tableau que j'ai fait parce que j'oubliais à chaque fois quelles infos on a sur Trusted Advisor en fonction des niveaux de support qu'on a. Donc, si vous êtes au niveau de support basique et développeur, vous avez vu qu'il y a pas mal de checks que vous n'avez pas dans la partie cost optimisation. Et vous avez ça à partir du niveau business support ou enterprise. Un truc super important à savoir, c'est que la partie business support, c'est par contre AWS. La partie enterprise, c'est votre organisation AWS en entier. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la partie business support, si vous voulez du Trusted Advisor partout en prod, vous mettez du business support partout en prod. Peut-être en prod, vous pouvez avoir autre chose que vous ferez pas ça important d'avoir du support, etc. en prod. Ça peut être un choix. Mais voilà, mettrez du business support partout. Et vous n'avez pas d'API, enfin, vous n'avez pas une manière par défaut de centraliser une vue organisationnelle. Donc, si vous voulez me dire, voilà, Walid, je veux que j'ai la ligne cost optimisation, je veux un recap de toute mon organisation. Par défaut, ça n'existe pas. Et c'est un peu mon slide de conclusion. C'est de se dire que j'ai deux liens aussi qui sont durs à retrouver, donc je vous les mets là, vous pouvez les noter. C'est AWS CID. En fait, avant, si vous tapez Kudos, les premières docs que vous allez tomber sur AWS, c'est Well Architecture de Lab. En fait, ces docs-là sont en train d'être, pardon, ces docs-là sont en train d'être dépréciés pour ces nouvelles docs. Et donc là, vous avez Kudos Intelligent Dashboard Framework. Donc ce lien-là, vous avez tous les liens pour déployer toute la partie Kudos, CID, les dashboards. Et là, vous avez le dashboard de la partie Trusted Advisor, organisation. Vous avez un dashboard dans QuickSight qui va agréger toutes vos données de votre organisation. Donc, il vous explique comment on déploie tout ça. Le dashboard que j'ai montré sur EKS, voilà. Donc, il y a tous les dashboards là, c'est à suivre. Le tout nouveau, là, le dernier, c'est donc la partie focus, qui est notre sujet auquel on pourrait parler à notre talk. Et l'autre, vous avez Cora. Cora, c'est le dashboard qui réunit Compute Optimizer pour les différentes comptes de votre orga. Ça, c'est le petit dernier qu'il y a ici. Donc, voilà, ça, c'est maintenu aujourd'hui. Et voilà, c'est la nouveauté de Well Architecture Lab, si vous tombez sur le sujet. Et le AWS CFF, pareil, c'est mes deux liens, on va dire, quotidiens. Donc là, sur la partie dashboard, pour maintenir sur les nouveautés, etc. et tester les nouveaux dashboards qui sont release. Et ici, vous avez la partie Playbook qui est super intéressante. C'est qu'en fait, ils ont fait l'idée que j'avais, c'était de faire une page. Moi, je l'ai un peu en privé, ça, dans ma structure de documentation personnelle. C'est en fait avoir des pages pour chacun des services et des bonnes pratiques de cost optimisation. Donc là, vous avez, si vous déroulez Compute ici, vous allez avoir tout ce qui est relatif à les bonnes optimisations pour Compute, ils vont vous citer Compute Optimizer, etc. Et voilà, il y a ça pour chacun des services. Il y a des conseils et des bonnes pratiques de cost optim pour les différents services AWS. Donc, c'est deux liens à suivre au quotidien, moi que je suis au quotidien de mon travail. J'ai fini. Je vous remercie de l'attention et ceux qui sont restés. Je crois qu'on a encore 20 minutes, c'est cool. Merci à vous. Et si vous avez des questions, je vous en prie. Bah, non, mais c'était super. Je pense que tu as besoin de boire un verre d'eau parce que je pense que tu as beaucoup parlé. Ouais, exactement. J'ai pas d'eau à côté de moi. Et en plus, en fait, j'ai la clim. Et donc, du coup, j'ai la gorge sèche. J'imagine. Bah, écoute, moi, j'ai trouvé ça excellent et il y en a même qui ont commencé à répondre au survey et
feedbacks sont super positifs. Donc, merci, merci Walid. Cool. C'était à la fois très complet, très technique. Moi, j'ai déjà une première question. En attendant, ceux qui sont là, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On a encore quelques minutes. Mais déjà, est-ce qu'on aura accès aux slides? Est-ce que c'est quelque chose que tu as prévu? Je pense que Ouais, pas de souci, pas de souci. Je peux t'envoyer, je te mettrai à la disponibilité de la communauté. Ouais. Je t'enverrai ça. voilà, excellent. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup aider. Et la clim, tu es au Moyen-Orient. Ah, Là, je suis dans une pièce, en fait, il fait très chaud. Donc, je mets la clim. Peu importe l'air extérieur, il fait chaud dans cette pièce. c'est ça. Moi, je suis à Dakar, j'ai la clim aussi. Donc, Ok. c'était pas une question sur la presse, mais si vous avez des questions sur ce que Walid a présenté, n'hésitez pas. Donc, moi, Walid, j'ai une petite question. Je sais que beaucoup de gens dans l'audience, il y en a qui sont assez avancés sur AWS, il y en a qui démarrent. Et par rapport à tout ce que tu as montré, peut-être une question qu'ils peuvent se poser, c'est il y a plein de choses à faire sur la partie FinOps, plein d'outils. Euh, Par contre, c'est quoi les deux, trois premiers outils ou bonnes pratiques qu'il faut absolument que je mette en place sur cette partie avant d'aller beaucoup plus loin, parce qu'on voit quand même qu'on peut aller très loin, en fait. Donc, si je Ouais, démarre, exactement. que tu conseilles? Ouais, exactement. Très, très bon point. Et je trouve que c'est ce qui est dur dans le challenge des présentations sur le sujet, c'est soit de rester high level, mais de montrer on peut aller très, très loin sur les options. Mais ouais, pour moi, je conseille en fait de commencer à regarder ces onglets-là. Donc, moi, quand j'ai commencé, clairement, mon apprentissage sur ces sujets, en fait, j'ai pris, quand vous déployez les dashboards, Kudos par exemple, Mhm, j'ai pris Kudos. En fait, dans QuickSight, vous pouvez, c'est un dashboard qui est disponible à la création. Vous pouvez le mhm, convertir en analyse. En fait, c'est là où vous pouvez voir en fait comment le dashboard a été conçu. Et mhm, donc, c'est là comme ça que j'ai commencé mon apprentissage en regardant les différents onglets de Kudos et de regarder comment ils ont construit, ça partie à quelle ligne dans le cure. Et là, du coup, je reviens à la requête SQL, de comment ça a été créé, comment ça a été construit. Donc, mhm. voilà, comprendre. J'ai beaucoup fait de reverse sur Kudos pour comprendre les différents sujets sur lesquels on pouvait appliquer de l'optimisation et comment ils sont remontés dans le cure. Ok, très bien. Très bien, très bien. Et j'ai une autre question. Tu sais, à un moment donné, tu as parlé des AI, des savings plans, et j'ai bien aimé la comparaison, pour le coup, de les mettre côte à côte. Mhm. Aujourd'hui, AWS dit, bon, n'utilisez plus les AI. Voilà. C'est quoi ta position là-dessus? Est-ce qu'il y a des cas de figure où ça reste quand même Ouais. intéressant? Ouais, ouais. Bah, pour moi, ça reste intéressant dans les cas de figure notamment le convertible. Mhm, Le convertible, pour moi, il est intéressant sur des applications qu'on sait qu'elles vont pas trop bouger comme SAP. Pour mhm, moi, SAP, on prend encore du RAI aujourd'hui en convertible le plus souvent pour prendre le moins de risques possible sur les ressources. mhm. Et pour Suze, là, l'exemple que j'ai donné, l'exception, on prend que du RAI parce que c'est plus cher en saving plan. Ok. Très bien. Et peut-être une dernière question, je vois s'il y a d'autres questions. Après, on va conclure sur la partie Kudos. Je sais que c'est un outil très complet, très à jour, maintenu aussi. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs AWS ou la communauté ou les deux qui le maintiennent. Au départ, je pense qu'il y avait les TAM qui avaient développé ça. C'est ça, exactement, ouais. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as une idée, en fait, juste une estimation du coût, en fait, hein, si je l'installe, voilà, combien ça me coûte? Parce que, bon, il y a un ROI qui est vachement intéressant, mais est-ce que ça coûte cher ou pas, en fait, de l'installer? Ouais, alors alors pour des organisations, je crois que c'est de quelques centaines de dollars par mois pour des clients qui sont jusqu'à 104 factures mensuelles et Mhm. des clients avec plus de quelques millions de dollars mensuels de factures, ça peut aller jusqu'à 1K. Voilà, mais voilà, pour des millions de dollars de factures jusqu'à 1K, donc voilà, c'est dérisoire en fonction de enfin, par rapport à la taille du client. Donc voilà, un client avec 100K de factures mensuelles, Mhm. Kudos coûte une centaine de dollars par mois Mhm. à utiliser, quoi. En plus, la valeur que ça apporte, les savings aussi que ça va apporter, oui, je pense que ça vaut le coup. Et je pense Ouais, que pour complètement. une entreprise qui paie des millions, il va y avoir des TAM aussi qui vont, qui vont aider en plus de ça. C'est ça, complètement. Et pour la contribution, d'ailleurs, si vous voulez aller voir, parce que je passe beaucoup de temps là aussi dessus, il y a un GitHub derrière ce Kudos qui s'appelle Kudos Framework. Je vais essayer de mettre le lien dans les slides quand je vous les partagerai. Mhm. Il y a lié, donc sur le GitHub, il y a toutes les personnes qui contribuent. Donc essentiellement, c'est les TAM AWS, comme tu as dit. Et il y a d'autres Mhm. personnes externes qui contribuent. Moi, Mhm. j'ai peut-être essayé de me lancer.
me lance un challenge en annonçant comme ça, mais je vais essayer de me lancer dans la contribution parce qu'en fait, ils ont sorti Kudos 2.0, donc Ouais. qui est une nouvelle, pardon, Cure 2.0, qui est une nouvelle Mhm. manière de formater les données. En fait, le Cure 2.0, en gros, le changement, c'est avant, en fait, dans le Cure aujourd'hui, si vous avez une colonne, si vous n'utilisez pas de saving plan, vous n'avez pas la colonne dans le schéma de base de données saving plan. Mhm. Elle est juste pas là. Et ce qu'ils ont fait dans la partie 2.0, c'est que les colonnes maintenant sont statiques. C'est que vous avez du saving plan ou pas, la colonne est présente, mais elle est vide. Mhm. Ce qui permet d'être plus, on va dire, sur la partie requête SQL, on peut plus standardiser les requêtes, parce qu'avant, du coup, la requête était en erreur quand la colonne n'était pas là. Mhm. Et vous avez en plus le nom du compte AWS qui n'était pas, il n'y avait que l'ID Mhm. du compte AWS et pas son nom. Donc maintenant, vous avez le nom dans le Cure directement. Mais en fait, Kudos et toutes les solutions de dashboarding ne sont pas encore compatibles Cure 2.0. Donc je Mhm. pense que c'est un tout doux et je pense qu'il y a de la contribution à faire là-dessus. Si quelqu'un est aussi intéressé de contribuer, n'hésitez pas. Je C'est pense ça. que quelqu'un qui sait juste mettre en ligne quelqu'un qui a fait cela. Il y a une petite question, et puis après on va conclure, je pense, de Alpha Oumar qui demande s'il y a une formation proposée pour du FinOps de manière native par AWS. Il y a des. Alors récemment, j'ai vu qu'il y avait il y avait des genres de bootcamp qui faisaient, donc c'est des genres de bootcamp ponctuels. Et Mhm. sinon, je dois mieux savoir comment Amadou, mais je crois pas qu'il y ait des formations. Il y a pas les formations officielles, bien sûr, mais je pense pas qu'il y ait des formations comme ça proposées sur ces sujets. C'est une bonne question. Je ne sais pas répondre non plus. Je vais regarder. Et Alpha Oumar, si vous êtes dans la communauté, de toute façon, on va faire Mm. passer le message. Mais on va regarder ce qui existe sur le sujet. C'est un sujet vachement important quand on parle de FinOps, surtout dans le cloud. C'est un travail continu, hein. Pour le coup, c'est pas juste on le fait et puis on s'arrête. Euh, c'est beaucoup de, enfin, c'est itératif, quoi. Il y a une organisation autour, il faut regarder, il faut optimiser tout le temps. Enfin, bah, tu me dis, hein, Walid, mais en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai. Complètement, complètement. Ouais. Et je pense que ce genre de talk, voilà, c'est vachement important pour nous. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait vraiment un niveau de dive deep qui était aussi important pour le public, pour qu'on puisse aussi comprendre tout ce qu'il y a à faire et susciter un peu des passions. Donc, encore une fois, 1000 fois merci à Walid pour ton temps et surtout pour ta connaissance, tes compétences, en espérant que tu vas revenir très, très bientôt, peut-être d'ici Yes, juin. carrément. Yeah. Merci à toi pour l'invitation et c'était hyper cool, merci. Merci beaucoup. Merci la communauté. Il est 21h à Dakar, 23h à Paris, il est tard. Donc, on espère vous revoir d'ici 3 dimanches. N'hésitez pas à suivre Walid sur LinkedIn. Vous cherchez Walid Batou et vous le suivez. Moi, je le suis. C'est vachement intéressant à chaque fois. J'apprends énormément de choses. Donc, rajoutez-le, suivez-le. Et Walid, encore une fois, mille merci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dimanche du cloud. Merci. Merci, merci, à bientôt. Merci.